Parfois, les opposants font des solutions, en fait, le problème. Et je parle vraiment précisément de la neige de culture. La neige de culture, c'est pas le problème, c'est la solution. Bonjour Edgar Gorpiron, Bonjour Louis. merci de nous recevoir ici à la Clusaz, sous la neige. Pas besoin de canon à neige ce matin-là. Là, c'est magnifique, ouais, effectivement. On est à 1500 mètres d'altitude. On a un plateau qui est très protégé, à la fois ensoleillé, mais qui reste froid. Et qui est, grâce à la chaîne des Aravis, on a beaucoup de neige en fait, qui vient s'accumuler ici. Alors, vous nous avez donné rendez-vous ici à la Clusaz, futur site olympique Alpes 2030, dont vous présidez le comité d'organisation. Et c'est un peu compliqué ces jours-ci au sein de l'équipe. Il y a eu des démissions. La ministre des Sports, Marina Ferrari, a tiré un peu la sonnette d'alarme. Elle vous a demandé des explications. Vous l'avez rassurée ? Oui, on l'a rassurée. Elle a quelque part bien fait aussi de montrer que l'État était derrière nous, en soutien et vigilant aussi, hein, c'est normal parce que l'État est un gros contributeur de ces Jeux Olympiques. Donc on doit effectivement avoir une organisation qui roule, une organisation robuste, une organisation solide. Mais ça veut dire que le casting de départ n'était pas forcément le bon, qu'il faut réorganiser un peu les équipes ? Ça veut dire qu'il y a deux choses. D'abord, sur le casting de départ, effectivement, il y a des personnes avec qui on n'a pas forcément trouvé la bonne articulation dans le fonctionnement, dans la méthode ou sur les attendus. Donc, quand c'est comme ça, il vaut mieux se séparer. Et aujourd'hui, on a besoin de se renforcer sur le côté opération, livraison des Jeux Olympiques. Et c'est là où, effectivement, on a expliqué à la ministre qu'on allait mener une mission qui va faire un peu l'état des lieux. Donc vous ne vous sentez pas fragilisé par votre ministre des Sports ? Non, pas du tout, parce que d'abord, on est en contact permanent avec la ministre des Sports, qu'elle est dans son rôle quand elle fait ça. C'est sûr que ce qui peut être fragilisant, c'est pas tellement ce que la ministre des Sports demande, mais c'est plutôt la manière derrière dont c'est exploité par des opposants aux Jeux Olympiques. Alors nous allons reparler de tous ces grands défis qui vous attendent, des champs de bosse aussi, mais ça vous êtes habitués, ça ne vous fait pas peur. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous me parliez de votre montagne ici en Haute-Savoie. C'est là où vous avez grandi, c'est dans cet univers que vous avez appris à skier et à devenir champion. J'avais une dizaine d'années quand je suis arrivé ici à la Clusaz, au club des sports. Ça a été un choc pour moi parce que j'avais jamais eu d'entraîneur ni de moniteur de ski jusque-là. J'étais à Avoria un peu un gamin de la station, livré à lui-même avec ses copains, puis on allait faire du ski. Le domaine skiable était un terrain de jeu et le ski était une passion. Il n'y avait absolument aucune pression derrière là. Et quand je suis arrivé ici, je dis que ça a été un choc parce que c'est vrai que je suis arrivé au club des sports et puis d'un coup il y avait des horaires, d'un coup on nous disait où est-ce qu'il fallait skier, des piquets, il fallait tourner entre les piquets puisque j'ai commencé par le ski alpin et je dois dire que j'ai pas vraiment accroché par ce côté discipline. J'ai toujours eu Le petit passion. Edgar était Ouais. indiscipliné, Non, il était rebelle déjà. J'étais un peu rebelle et donc j'ai toujours eu la passion du ski, mais un peu côté rebelle, besoin de... Le ski était pour moi une forme de liberté. Donc ici, dans 4 ans, ça sera le site olympique de ski nordique. Le ski de fond, ça n'a jamais été votre truc, ça va passer vite. Il faut avoir un certain physique pour ça et moi j'ai plutôt un squelette assez lourd. Donc à traîner sur des skis de fond, c'est pas forcément le sport qui est le plus adapté pour moi. C'est ce qui est beau avec le sport, c'est qu'il y en a pour toutes les morphologies. Et ici, effectivement, c'est un site qui est d'abord magnifique, qui est préservé et il faut qu'on le garde intact, même si les Jeux Olympiques amènent du monde, même si les Jeux Olympiques requièrent de faire quelques infrastructures. On va mettre beaucoup de temporaires pour justement pouvoir accueillir ce monde dans de très bonnes conditions. Mais l'objectif, c'est évidemment de rendre ce site à sa nature et de le garder toujours aussi préservé parce qu'il est tellement magnifique et je le sais bien, hein, pour être du pays, que les gens de la Clusaz, ils sont très très attachés.
Alors aujourd'hui, il neige le 13 février 1992. Pareil. Il neigeait encore plus. Edgar est en pleine concentration en haut du podium. La foule se met à hurler. Il s'est mis la pression maximum, Edgar. Il a été dire partout que s'il avait l'argent, c'était pour lui négatif. Il est parti pour l'or. Aïe, 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 c'est magnifique. C'est parfait, tout le monde est debout. 31-23, le meilleur temps. C'était il y a 34 ans. Quelles sont les images, ou quelle est l'image qui revient là, en priorité dans la tête? Il y en a tellement, en fait, parce que si je me mets à y penser, je vais penser à la course, évidemment, le moment où je suis au départ, le moment où je franchis la ligne d'arrivée, où je me retourne et où je regarde, quelque part, c'est un clin d'œil vers mon entraîneur, qui était la dernière personne que j'ai vue, que j'ai quittée avant de m'élancer sur la piste, ou quand j'ai pris dans les bras Nano Pourtier, qui était le capitaine de cette équipe, en bas, que j'ai retrouvé mes potes, Olivier, et le staff de l'équipe de France, mais ça peut être aussi plus tard quand on est monté sur le podium avec Olivier, que la Marseillaise résonnait. Il y a tellement d'images incroyables que je garde de ce moment-là, de ces Jeux. Encore 2 médailles, ces Jeux, je crois que c'est une réussite. La chance de participer aux Jeux Olympiques dans votre pays, alors celle-là, elle est unique, parce que vous savez que les Jeux Olympiques étant organisés tantôt en Asie, en Europe ou aux États-Unis, c'est clair que vous n'avez pas 2 fois la chance de participer aux Jeux dans votre pays. Et donc cette chance-là, moi, je l'ai eue. C'était aussi votre époque ski, sexe and rock'n'roll. C'est vous qui le dites à l'époque. Ski, sexe and rock'n'roll. Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est un journaliste qui m'avait dit « Edgar, t'as 19 ans, t'es champion du monde de ski de boss, c'est quoi pour toi la vie ?» Et moi, j'avais pas d'autre chose que répondre à un truc un peu, voilà, qui sortait un peu de l'ordinaire. Donc, et je l'ai sorti comme ça, très naturellement. J'ai dit « ski, sexe and rock'n'roll ». Et puis, ça... Et puis on a éclaté de rire tous les deux, et puis voilà, mais c'est vrai que... Mais c'est une étiquette qui est restée, parce que j'ai relu des articles de l'époque, effectivement, les journalistes vous qualifient de gouailleurs, de frimeurs, de rebelles. Vous étiez vraiment comme ça? Je me suis permis, effectivement, d'être comme ça, mais pour une seule raison, hein, c'est que j'avais des résultats. C'est-à-dire que je ne me serais pas amusé à l'ouvrir, à faire la grande gueule, si j'avais pas eu les résultats. Alors après, c'est sûr que d'abord les résultats, et puis après, j'exprimais ma joie et mon plaisir de faire ce que j'avais envie de faire avec voilà, la personnalité. Quand tu es jeune, tu as 20 ans, tu es content, tu fais un truc qui te passionne avec des gens que tu adores, et c'est des aventures juste exceptionnelles. Oui, j'exprimais ce bonheur-là. Ouais. Mais aujourd'hui, en étant le patron de Alpes 2030, on est obligé d'aseptiser un peu cette personnalité-là, ou vous assumez ces qualificatifs de l'époque? Non, mais j'assume d'avoir été comme ça à 20 ans, mais la vie fait que j'ai évolué, je me suis marié, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités qui sont complètement différentes. Et aujourd'hui, dans mon métier, j'ai des responsabilités effectivement qui font que il est tout à fait normal, à 56 ans, compte tenu du rôle que je joue aujourd'hui, d'être dans une approche un peu plus mesurée, avec un projet qui n'engage pas que moi. Attention, moi je porte un projet qui engage la nation française, 2 régions magnifiques, le mouvement sportif, et puis toutes les entreprises qui nous rejoignent et qui vont nous rejoindre dans les années à venir. Donc c'est normal d'être moins rebelle, plus politique, plus stratège? Disons que j'évolue, et ça ne veut pas dire que j'ai perdu ce côté de cette joie que je peux avoir de faire ce que je fais, mais que je m'adapte aussi à l'environnement dans lequel je suis. Et évidemment, il y a des fois, je découvre aussi des environnements, parler de politique, je découvre un peu cet environnement dans lequel je ne me suis jamais investi, et dans lequel il faut aussi savoir trouver son chemin et s'adapter un minimum. C'est quand même... Enfin, je pense qu'on n'a pas recruté le Edgar Gros-Piron de 20 ans pour livrer les Jeux. Enfin, là, ce serait un peu hors sujet. En attendant les JO Alpes 2030, c'est de l'autre côté des Alpes que ça se passe, avec les JO de Milan-Cortina qui débutent ce week-end. D'ailleurs, l'Italie, elle est où, là? Juste derrière les... Ouais, elle est juste derrière. Okay. Vous avez les Aravis là, derrière vous avez le Mont Blanc et l'Italie.
Et ça sera un test grandeur nature, ces JO pour vous? Oui, tout à fait, un vrai test grandeur nature parce que, un peu comme le nôtre, le concept des Jeux de Milan est un concept aussi avec des sites très éclatés et où vous avez pas mal de routes entre les différentes familles de sports. Le nordique, l'alpin, la glace, alors beaucoup de choses vont se faire à Milan. Et du coup, pour nous, ça va être un test grandeur nature qui va nous permettre de prendre beaucoup d'enseignements sur la manière dont il faut opérer ce type d'organisation. Habituellement, les Jeux d'hiver s'organisaient plutôt dans, on pourrait dire, un mouchoir de poche, c'était l'objectif. Mais maintenant, pour pouvoir notamment réutiliser des infrastructures existantes qui ont été parfois, comme c'est notre cas, construites à l'occasion de Jeux précédents, eh ben, on est sur des territoires plus éclatés. Alors, il faudra copier ce que les Italiens font bien, mais ils ne font pas tout bien parce que les budgets ont éclaté, les chantiers ont eu beaucoup de retard. Donc là aussi, ça va être un test pour vous, pour comprendre pourquoi ça ne s'est pas si bien passé que ça du côté italien. Le problème qu'a rencontré le comité d'organisation italien, c'est que peu de décisions étaient prises localement. Il fallait que ça remonte à Milan, parfois jusqu'à Rome, et puis ça avait du mal à redescendre. Donc les retards ont été pris. Voilà un des enseignements très concrets qu'on a déjà tirés et que l'on va s'appliquer. Ça va vous permettre aussi, j'imagine, de voir comment Milan Cortina va arriver ou pas à produire des jeux plus écolos que ceux de Sochi, de Pyeongchang, de Pékin ces dernières années qui ont généré un impact écologique important. C'est aussi quelque chose que vous allez regarder de près, ça? Ce qu'il faut, c'est que nous, on soit capable de faire en sorte de limiter au maximum l'empreinte qui est la nôtre. On travaille avec l'État là-dessus. Hein. On a le ministère de la planification écologique qui nous donne une feuille de route sur le sujet. Et puis en interne, je parlais de notre gouvernance, on met en place un comité, une commission environnement qui doit nous permettre là aussi de travailler. Allez, on va aller se mettre à l'abri et boire un café, se réchauffer, d'accord? C'est parti. Edgar, depuis votre nomination, il y a tout juste un an, de nombreuses voix se sont élevées là dans les montagnes, dans les vallées, pour dire que des Jeux Olympiques, c'était devenu une aberration écologique. On prévoit quand même d'accueillir des sports de neige en 2030, alors qu'on sait que ça nécessitera de la neige artificielle, qu'on est en tension sur les ressources en eau et que ça paraît complètement absurde. On demande aux Français de faire des efforts sur des ressources qui sont rares, mais en attendant, on autorise des événements qui, eux, utilisent ces ressources. Que leur répondez-vous à ces opposants? Que je pense qu'ils ont une vision un peu erronée à la fois des Jeux et puis de l'avenir de la montagne. Que la montagne est en proie effectivement à des enjeux de réchauffement climatique, mais ça, pas aujourd'hui, depuis déjà de nombreuses années, et que depuis, allez, à minima 25 ans, elle s'adapte et elle trouve des solutions. Parfois, les opposants font des solutions, en fait, le problème. Et je parle vraiment précisément de la neige de culture. La neige de culture, c'est pas le problème, c'est la solution. Et mais ça consomme de l'eau, de l'énergie, de fabriquer de la neige? Oui, ça consomme de l'eau. Ça, c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que l'eau, cette eau-là, en fait, elle est captée et stockée dans des retenues collinaires à l'automne, c'est-à-dire au moment où la nature en a le moins besoin. Ensuite, l'hiver, on l'utilise comme neige de culture pour que l'activité économique puisse être dynamique. Et elle est restituée finalement par la fonte des neiges au printemps à la nature au moment où elle en a le plus besoin. C'est en ça que la neige de culture est une solution et pas un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut proposer des Jeux Olympiques écolos, respectueux dans l'environnement, ou c'est utopique? Non, c'est pas utopique, c'est ce qu'on va faire, puisque nos Jeux, notamment, réutilisent des infrastructures de 92, les tremplins de saut, la piste de bob. On va rien construire à part un équipement dont on a réellement besoin, c'est une patinoire qui sera basée à Nice, qui a déjà une patinoire, mais qui est en fin de cycle, qui est une vraie passoire thermique et qui a besoin, en fait, d'être non pas rénovée, mais détruite pour être remplacée par un nouvel équipement qui, lui, sera au dernier standard de l'excellence environnementale. Donc ces Jeux, effectivement, ils peuvent apporter des réponses vertueuses et utiles aux territoires et aux populations.
Est-ce que le réchauffement climatique influe sur le choix des sites ? Le réchauffement climatique influe forcément sur le choix des sites puisque on ne va pas organiser des épreuves de neige à des endroits où on sait qu'on sera dans une situation tendue. C'est pour ça que le ski nordique est ici, à 1500 mètres d'altitude. C'est pour ça qu'on a choisi également des stations comme Courchevel pour accueillir des épreuves, ou Montgenèvre d'ailleurs, qui est aussi une station qui est très enneigée, pour accueillir des épreuves de ski alpin. Vous imaginez dans quel état d'esprit et dans quel état tout court, là, dans 4 ans, jour pour jour? J'ose pas imaginer dans 4 ans dans quel état je serais sans doute tellement au four et au moulin que j'aurais peut-être pas trop le temps de me poser la question de savoir dans quel état je me sens. Vous êtes à la tête des JO Alpes 2030 depuis maintenant 1 an. C'était Martin Fourcade, l'ancien champion de biathlon, qui était pressenti. Avec le recul, là, vous avez compris pourquoi il a décliné finalement? Je ne suis pas vraiment dans la peau de Martin, mais Martin, c'est une des premières personnes que je suis allé voir. On habite à 3 km l'un de l'autre. Et c'est vrai, à Annecy, c'est l'une des premières personnes que je suis allé voir avant de prendre ma décision pour y aller. On a passé 3 heures à discuter, à échanger. J'ai compris les arguments qui étaient les siens. Et en même temps, je n'ai pas forcément les mêmes enjeux que lui, ou je n'avais pas les mêmes problématiques. Je n'ai pas eu à me questionner, à savoir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce qu'il fallait améliorer. Il y avait une sorte de cadre qui était posé. Et moi, je me suis basé sur est-ce que je peux, est-ce que je veux faire en sorte de livrer les jeux qui ont été pensés par d'autres. Oui, parce qu'il n'était pas à l'aise, il l'a dit, avec les politiques. Il y avait des divergences de vues avec notamment Laurent Wauquiez, l'ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous, avec les patrons des régions, avec Renaud Muselier, le patron de la région PACA, c'est plus fluide, c'est plus facile comme relation? J'ai des très très bonnes relations avec nos présidents de région. Effectivement, Renaud Muselier, quelqu'un que je connaissais d'avant. Laurent Wauquiez également un peu, et du coup, voilà, mais dans d'autres circonstances, et du coup, ça nous a vraiment facilité l'échange. Mais parce que politiquement, vous êtes plus proche d'eux que ne l'était Martin Fourcade. Ça n'est absolument pas un enjeu d'alignement politique, parce que moi, je fais pas de politique, j'en ai jamais fait, et je ne souhaite pas rentrer dans ces clivages-là. Ce qui m'intéresse, ce sont les Jeux olympiques et paralympiques, c'est d'être capable de les livrer avec les gens qui sont en place. Vous savez, aujourd'hui, on a un gouvernement, on a vu déjà 2 ministres se succéder. Peut-être que les choses vont encore évoluer en 2027. Oui, vous allez connaître d'autres ministres des Sports après. On va connaître d'autres ministres des Sports, d'autres partis. Avec les maires, les élections vont bientôt aussi arriver. Et là encore, on va être confronté peut-être à des changements. Et donc, on doit composer avec l'intérêt du projet prime sur le clivage politique. Le budget de vos Jeux Alpes 2030, c'est quoi? Autour de 2 milliards d'euros? 2,132 milliards. Ça suffit? Ça suffira. Ça suffira. C'est le cadre que l'on a. Et on va faire avec. Mais c'est moins que tous les budgets des JO précédents. Ça dépend comment on le regarde, le budget. Mais pour ce qui concerne le COJOP, 2,132 milliards, la moitié de ce budget, ce sont des ressources privées qui viennent des sponsors et de la billetterie principalement. L'autre moitié, elle est décomposée en une partie État-région, un quart, et le deuxième quart, c'est le CIO. Est-ce que vous pensez que votre passé d'entrepreneur, de businessman, va aider à les faire venir, ces partenaires privés? J'ai la chance d'avoir un passé sur lequel je peux vraiment me reposer. Et je vais intégrer évidemment ma vie de champion, parce que le sport m'a construit. Je suis allé assez peu à l'école. Je n'ai pas mon bac. Mais le sport a été pour moi une école de vie extrêmement utile aujourd'hui. Effectivement, le passé qui est le mien, à la fois dans le monde du sport, puis ensuite la reconversion que j'ai pu avoir dans le monde de l'entreprise, où je connais
bien le monde de l'entreprise. Oui, parce que les gens ne le savent pas forcément, mais vous êtes devenu conférencier, coach en entreprise autour d'un thème, un leitmotiv, la motivation qui peut, vous le dites, hein, renverser les montagnes. Mais oui, parce que j'ai toujours considéré qu'un niveau de compétence égal, c'est la motivation qui peut faire la différence. Avec cette motivation, vous espérez faire aussi bien, voire mieux que Paris 2024 ? Je voudrais surtout éviter de me comparer, de nous comparer. Ah oui, mais ça va à pas Paris. être possible. On est obligé, les gens vont vous comparer forcément. Le Tony Estanguet des montagnes, c'est vous. Ce qu'on peut comparer, c'est qu'un des leitmotivs, et le leitmotiv principal de Paris 2024, c'était le sport change les vies. Et là, on peut se comparer effectivement. Et nous, on va démontrer que le sport peut changer les vies et même plus. Sans doute les territoires, les beaux territoires, non pas pour les changer, mais pour faire en sorte d'accélérer leur transformation, leur adaptation. Avant tout cela, il y aura une cérémonie le 23 février à Albertville. En quoi est-elle importante, cette cérémonie ? Elle est importante parce que c'est la célébration des athlètes qui étaient à Milan et qui reviennent en France avec le drapeau olympique, puisqu'on sera les prochains à organiser les Jeux d'hiver. Pour ces Jeux de Milan-Cortina, vous avez un petit chouchou, un ou une favori que vous allez suivre tout particulièrement ? Assez dur hein, comme question. Non, mais disons que j'ai Petite bosse. Forcément, Perrine Lafont est quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur parce que c'est une grande championne, c'est une vraie personnalité, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui se donne les moyens. Et comme je la connais un peu plus que peut-être tous les autres athlètes, effectivement, elle va faire partie de mes chouchous et de mes favoris. Mais je frustrerai personne. J'ai plutôt, et je leur ai dit déjà, plutôt être présent à Milan pour encourager l'équipe de France olympique et être à fond derrière tous nos athlètes. Et avec un petit œil quand même sur la génération 2030, ceux qui sont à Milan, peut-être pour regarder, se faire un petit peu les dents sur les Jeux olympiques, avec comme objectif des médailles en 2030. Et celles et ceux qui seront peut-être médaillés ici en ski nordique à la Clusaz, où vous nous avez donné ce rendez-vous. Merci beaucoup Edgar Grand-Piron. Merci beaucoup, Louis.